Jiang Ai était un loser dégoûtant et solitaire que personne ne voulait jamais fréquenter, jusqu'à ce qu'un jour, il devienne soudainement le roi du harem et fit tomber toutes les filles sexy amoureuses de lui. Mais avant d'en arriver là, Ai a été poursuivi par une foule jusqu'à ce qu'il tombe à sa mort, où une déesse rose apparut et lui demanda s'il avait mangé les chocolats de Cupidon. Plus tôt dans la journée, la beauté de l'école, Zia s'approcha de lui et lui prit la main, tremblante en portant sa main sur son ventre, et dit qu'elle était enceinte de son enfant. Quand il dit qu'il ne la connaissait même pas, tous les élèves se transformèrent en une foule furieuse et le poursuivirent sans pitié. Il promit de rencontrer Zil sur le toit plus tard pour parler de cela, et courut aussi vite que ses jambes pouvaient l'emmener. Dans le couloir, il réussit à se défendre contre tous les garçons d'un mouvement rapide, mais il était impuissant face aux étudiantes, qui étaient déchirées comme jamais. Peng Xuan, la capitaine de l'équipe d'athlétisme, le gifla par jalousie. Il s'est avéré qu'elle était tout aussi délirante que Chia et commença à l'appeler son amant, comme si cela ne suffisait pas. Une troisième fille nommée Lin Juan arriva en courant et le prit dans ses bras sans crier gare, le suppliant de rentrer chez lui pour ses enfants. Mais Ai ne la connaissait même pas, encore moins ses enfants. La foule devint encore plus furieux et le poursuivit jusqu'au toit avec les deux filles qui prétendaient être son amante. Confus et en colère, Ai cria de toutes ses forces qu'il ne connaissait aucune de ses filles et menaça de sauter pour prouver son innocence. Cependant, la foule ne le crut pas et se précipita pour l'attraper. Mais cela ne fit que pousser Ai à lâcher les rampes. Alors qu'il tombait vers sa mort, un pilier de lumière descendit d'en haut, arrêtant le temps lui-même. Au lieu de toucher le sol avec fracas, son corps toucha doucement le sol alors qu'une déesse rose le regardait. Elle le saisit par le col et le secoua en hurlant après lui pour avoir mangé les chocolats de Cupidon. Cela rappela à Ai des souvenirs de la veille, lorsqu'il avait vu un gâteau au chocolat tout seul sur le toit et l'avait apporté aux filles pour qu'elles le mangent ensemble. La déesse de l'amour, Metada, expliqua qu'en mangeant les chocolats de Cupidon avec une fille, cela lui donnerait de faux souvenirs d'être son amante, et souhaita fièrement son bonheur. Mais pour Ai, cette situation signifiait qu'il était foutu à vie. Metada a dit qu'il devait seulement exaucer leur vœu le plus cher pour lever le sort magique, puis il pourrait vivre comme il le souhaitait. Après cela, le temps est revenu à la normale et la foule sur le toit s'est précipitée en bas pour vérifier son corps sur le sol. Alors qu'il se cachait d'eux, Ai se souvint qu'il devait rencontrer Zia sur le toit des heures plus tôt et imagina que le pire était arrivé. Il se précipita donc à nouveau en haut et la trouva pleurant seule. Le lendemain, il l'emmena dans une clinique pour faire un test de grossesse et leva son poing en l'air de joie. Quand il apprit que les résultats étaient négatifs, cela confondit Zia, jurant qu'elle avait ressenti quelque chose bouger dans son ventre et promit de s'assurer qu'elle tombe enceinte la prochaine fois. Mais Ai refusa et proposa de la ramener chez elle à la place. Plus tard, tous les deux arrivèrent dans un manoir riche, où ils furent accueillis par des gardes s'inclinant devant eux. Zia se remémora avec tendresse son faux souvenir de Ai, lui faisant sa demande en mariage devant ses parents et se faisant rejeter, disant qu'elle était reconnaissante pour ses sentiments passionnés pour elle. À l'intérieur de son manoir, Aya fut surpris d'apprendre par sa gouvernante qu'elle vivait seule parce que son père rentrait rarement à la maison après l'expansion de son entreprise. Alors qu'il s'apprêtait à partir, l'un des gardes de la maison entra dans le salon après avoir reçu un appel téléphonique de l'école, disant qu'Ai avait mis enceinte leur jeune demoiselle. Tous les gardes lui ont bien donné une bonne raclée, mais Sia pleura qu'elle l'aimait et promit de l'épouser même s'il était pauvre, et qu'elle ferait de son mieux pour tomber enceinte la prochaine fois, faisant en sorte que les gardes traînent Ai pour le frapper encore plus. Pour leur échapper, elle l'entraîna dans sa chambre et ferma la porte derrière elle. Ai appuya sa main contre ses lèvres pour la faire taire. Parce qu'elle continuait à exciter les gardes inutilement, réalisant à quel point il était proche d'elle, il trébucha en arrière jusqu'à son bureau, où il vit le calendrier de l'année dernière avec ses notes sur à quel point elle était heureuse de manger avec son père. Cela rendit Ai si furieux qu'il défonça la porte et prit le téléphone de la gouvernante, qui appelait le père de Zia. Il cria au téléphone que c'était lui qui avait mis enceinte sa fille pour forcer une rencontre avec lui. Mais en réponse, son père raccrocha simplement le téléphone. Dès qu'il le fit, une armée d'hélicoptères et de voitures noires arriva au manoir. Déposant le maître de la maison lui-même, Ai tremblait de peur alors que le père de Zia apparaissait devant lui. Accompagné de soldats armés, il ordonna aux hommes de ranger leurs armes et de battre Ai jusqu'à ce que Zia lui donne les résultats négatifs du test de l'hôpital, et devint confus à propos de son éclat de colère au téléphone. Pi avança péniblement et regarda son père alors qu'il disait que s'il n'avait pas pris la responsabilité comme ça, il ne rentrerait même pas chez lui auprès de sa fille, qui avait besoin de son affection plus que de leur maison luxueuse et de tous les cadeaux. Ces mots résonnèrent avec tous ceux présents dans ce manoir, et avec cela, Ai prit congé. Il courut jusqu'à ce que sa poitrine se soulève lourdement pour découvrir qu'il n'était qu'à la porte arrière de sa maison. Mais Ya apparut toujours et le remercia avec un baiser,
avant de disparaître dans les airs. Juste à ce moment-là, Meitada fit son entrée. Juchée sur le lierre qui poussait sur la porte, elle expliqua qu'il était capable de briser le sort en réalisant son vœu le plus cher. Le lendemain à l'école, Aya glissa inaperçu dans sa classe, ou du moins le pensait-il. Zia était venue à son bureau et lui avait proposé un rendez-vous. Alors Aya lâcha le nom de Meitada et l'appela, stoppant le temps une fois de plus. Meitada lui dit que bien que ses faux souvenirs soient maintenant partis parce que le sort était brisé, elle se souviendrait toujours de ce qui s'était passé les 2 derniers jours et ne supprimerait pas nécessairement ses sentiments présents. Après qu'elle ait disparu, Aya accepta à contre-cœur un rendez-vous avec elle. Mais alors la porte s'ouvrit brusquement et Nif vola jusqu'à son siège. Une fille aux cheveux bruns, une jeune, enfonça une épée à quelques centimètres de son entrejambe et l'embrassa avec force pour marquer son territoire devant Zia. Sa mère était également là et lui lança un sac au visage pour la réprimander d'avoir volé depuis l'Amérique jusqu'ici, juste pour un garçon. La mère et la fille commencèrent à se dévisager alors qu'aucune d'elles ne voulait céder. La mère l'assomma et la fit emporter par des gardes. Plus tard, Aya dit à Meitada qu'elle était son amie d'enfance sauvage, et Zia entendit cela même si elle ne vit pas de qui il parlait. Elle pensa à annuler leur rendez-vous, inquiète que Zuli soit son amour d'enfance. Mais à sa grande surprise, Aya voulait continuer leur rendez-vous pour demain. Après cela, Aya croisa Shuin dans l'escalier, qui le gifla sans prévenir et rompit avec lui. Cela l'irrita puisqu'ils ne se connaissaient pas vraiment et il détestait le fait qu'une fille ait plus de courage pour rompre avec lui en première et cria que personne ne l'emporterait avec cette attitude. Quand elle partit, Meitada lui a conseillé que lorsque les femmes disent « mettons fin à notre relation », elles le font généralement comme un avertissement, ce qui a laissé Aya penser qu'il avait peut-être brisé son cœur si gravement qu'elle pourrait s'y incarner dans un autre monde. Mais ses suppositions ont été brisées lorsqu'il a vu Shuan infliger sans pitié la punition au groupe perdant de son équipe d'athlétisme. Il l'a confrontée et a essayé de lui arracher le tuyau des mains, mais cela a fini par la tremper d'eau. Au lieu de le frapper, elle a juste grogné et est partie. Le lendemain, Aya s'est réveillée en retard pour son rendez-vous et a été encore plus retardée lorsque Zuli l'a enfermée dans sa chambre pour l'obliger à rester chez lui. Il a dû grimper jusqu'à l'appartement voisin où il a demandé à la petite fille, Wiyu, de lui laisser utiliser la porte de sa maison après l'avoir soudoyée avec des bonbons. Il est arrivé en retard à leur rendez-vous, mais Zia lui a pardonné et l'a invité à aller prendre un verre au café. L'ambiance était calme et gênante. Contrairement à la confession rêveuse que Aya avait imaginée dans sa tête, dans son imagination vierge, Zia était une princesse qui lui offrait gracieusement et de manière adorable un cadeau avec sa déclaration d'amour, tandis qu'il était un prince. Cependant, Zia était rouge d'embarras, car c'était son tout premier rendez-vous, ce qui a inquiété Aya qui a posé sa main sur son front, en demandant si elle avait de la fièvre. Au moment où ils réalisèrent que leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, ils s'éloignèrent par embarras et retombèrent dans le silence. Aya a suggéré d'aller au festival d'anime pour se débarrasser de l'embarras entre eux. Mais ils marchaient encore sur la pointe des pieds l'un autour de l'autre en se déplaçant côte à côte, se frayant un chemin à travers la foule prenant des photos de cosplayers. À sa grande surprise, Aya a vu Shu dans un adorable costume de chat, posant pour les caméras. Lorsqu'elle l'a vu, lui et les filles de son équipe d'athlétisme au loin, elle l'a traîné, lui et Zia, loin de la foule dans une pièce privée, où elle lui a dit comment le fait que les gens la voient dans ce costume mignon détruirait sa réputation scolaire d'être la femme alpha dure. Mais Ai ne comprenait pas son combat et lui a dit de montrer son vrai moi aux autres. À ce moment-là, l'annonceur a dit que la compétition de cosplay féminin allait commencer à travers les haut-parleurs. Mais malheureusement pour Xuan, elle allait toujours seule, donc elle n'était pas qualifiée pour entrer. Pour résoudre cela, Zia a suggéré qu'ils forment tous les trois un groupe pour entrer dans la compétition. Cela a excité Xuan, qui a transformé le réticent Aya en un personnage mignon de lapin piégé. Zuli, qui se cachait dans un autre stand, a pris une photo de lui par derrière et a été excité par à quel point il était mignon. Xu et Shuye qu'avaient Zia et Aya courent vers elle et ont découvert que son costume était criblé de trous. C'était un sabotage évident, et comme si cela ne suffisait pas, c'était la toute première tenue qu'elle avait faite pour elle-même, ce qui l'a laissé si le cœur brisé qu'elle s'est enfuie. Cela a poussé Aya à gagner la compétition quoi qu'il arrive. Mais avant cela, il a fait pipi tout en élaborant leur plan de bataille. Meitada est soudainement apparue, curieuse de ce qu'il faisait, ce qui l'a choqué car ils étaient dans les toilettes des hommes. Son apparition lui a donné de l'inspiration et l'a impliqué dans le plan aussi. Sur scène, Aya a trébuché devant le public par nervosité. Mais il a réussi à en faire un acte mignon dont tous les admirateurs sont tombés amoureux. Pendant ce temps, Zia cherchait frénétiquement Shu partout, mais ne pouvait la trouver nulle part. Plus tard, lors de l'événement principal, Aya se tenait seule sur scène à nouveau après tous ses efforts pour retarder la performance, jusqu'à ce que Zia trouve Xuan et chante une petite chanson au public, qu'ils n'ont pas appréciée car ils voulaient voir Xuan. Inconnue de tous, elle était juste au-dessus de la scène, regardant tout se dérouler avec des yeux tristes.
Les huées du public ont inspiré Ae à révéler combien elle souffrait, juste pour cacher son identité. Mais il a avoué qu'il aimait en fait ce côté d'elle parce que cela lui semblait le plus réel. Alors qu'il l'appelait, Shiwan est tombée d'en haut, mais avant qu'elle ne touche le sol, une étrange lumière a transformé à la fois son et le costume de Ai, et elle est tombée directement dans ses bras. Le public a tellement aimé cela qu'ils ont été déclarés gagnants sur le champ, même si la compétition était censée être entièrement féminine. Netata a pu les sauver à temps grâce à sa magie. Alors elle a poussé un soupir de soulagement d'en haut. Lorsqu'elle a vu qu'ils allaient bien, Hyun était toujours sceptique à propos de la magie et a demandé à Ai d'expliquer exactement ce qui s'était passé. Mais il n'avait pas de réponse à lui offrir. Zuli était debout dans les coulisses, sur le point de les déchirer de jalousie lorsqu'elle entendit des filles parler de à quel point Ae était mignon et qu'elle voulait lui dans leur équipe. Elle traînait sa grande lame derrière elle alors qu'elle s'approchait d'eux avec un regard meurtrier dans les yeux. Les filles se turent alors qu'elle s'approchait d'elle et poussèrent un cri lorsqu'elle les trancha. Ai et Shuyin se rencontrèrent dans la loge après le spectacle et se battirent pour savoir qui changerait en premier. Lorsque Shuyin le poussa, leurs vêtements disparurent, alors elle le jeta hors de la pièce, avec ses vêtements décontractés qu'il portait plus tôt. Après s'être habillé, il remercia Metada de les avoir sauvés, la faisant rougir. Elle trouva étrange la façon dont l'esprit humain fonctionne alors qu'il la regardait avec des yeux gentils. Plus tard, Zia apparut timidement dans le couloir et demanda s'ils pouvaient rentrer chez eux maintenant. Et ne pouvait pas croire qu'il l'avait oublié et invita Shu à venir avec eux. Mais elle était tsundere à ce sujet. Donc, au moment où elle tria ses sentiments, elle ne trouva personne attendant devant sa porte. Pendant ce temps, Ai et Zia se dirent au revoir à un carrefour, parce que Ai voulait parler à Shuin, ce qui rendit Zia un peu jalouse. Lorsque Shuin arriva enfin, il l'appela et lui demanda si elle voulait passer un moment chez lui, ce qui ne se passa pas bien étant donné qu'elle était tsundere, et parce qu'il était un idiot qui ne considérait même pas le contexte. Il ignora sa réaction, pensant que le sort avait déjà été levé de toute façon et souhaitant qu'elle montre simplement son vrai moi aux autres. Plus tard dans la nuit, il se rendit chez une belle femme blonde. La femme blonde l'accueillit, mentionnant combien de temps cela faisait depuis sa dernière visite et lui prit la main pour lui montrer l'intérieur. La belle femme s'est révélée être sa professeure, Madame Jay, et la rencontre avec elle le fit remonter le temps. Dans le passé, lui et Zuli rivalisaient toujours pour la meilleure note, mais elle ne pouvait jamais le battre. Alors elle continuait à le poursuivre et à le frapper par frustration. Pour échapper à ses coups, Ae abaissa délibérément sa note, la faisant sourire et gagner en confiance. Mais au collège, elle annonça au mégaphone que s'il n'obtenait pas le meilleur score cette fois-ci, il ferait tout ce qu'elle demanderait et irait avec elle en Amérique. Comme il ne voulait pas cela, il fit de son mieux et revendiqua la première place. Voyant comment les choses s'étaient déroulées, Julie pensa qu'il la détestait et cria qu'il le regretterait, alors qu'elle s'enfuyait avec des larmes dans les yeux. Juste à ce moment-là, Madame J s'évanouit à cause de toute la bière qu'elle avait bu et taquina Aye le lendemain en l'appelant chérie en public. À l'école, Aye a rendu visite à Shuan pendant la séance d'entraînement de son équipe et a fait un pari ridicule contre toutes les filles de son équipe. La condition était qu'il devait obtenir le meilleur score de toute l'école et s'il gagnait, elle ferait tout ce qu'il disait. Cela a touché l'ego des filles de l'équipe d'athlétisme et l'ont inondé d'insultes alors qu'elles acceptaient fièrement son pari, pensant que ce serait une victoire facile pour elles, considérant qu'une de leurs membres faisait partie des 5 meilleurs. Aya n'était pas du tout intimidé par leur confiance et les a encore plus excités. À partir de ce moment-là, il a étudié aussi dur qu'il le pouvait, lisant des piles de livres même jusqu'à la nuit. Le jour avant l'examen, il a vu Zuli debout seul sous la pluie dehors, marmonnant qu'il était de retour. Alors Aïe a pris un parapluie et s'est précipitée pour la voir. Sa confiance était écrasée alors qu'elle tremblait devant lui. Se sentant complètement inutile parce que son ex-petite amie était de retour, il a essuyé les larmes qui coulaient sur son visage et lui a assuré que tout irait bien. Il a passé son bras autour d'elle et l'a attirée contre sa poitrine, laissant tomber le parapluie alors qu'il se faisait tremper sous la pluie de minuit. Après cela, sa mère le remercia de s'occuper d'elle et l'informa que Zuli était un peu instable en ce moment et ne viendrait pas à l'école pendant un certain temps. Le lendemain, la pluie avait cessé et Aïe a traversé les examens comme si de rien n'était. Ennuyeux pour les filles de l'équipe d'athlétisme le jour où les résultats des tests étaient sur le point d'être publiés, Aïe est entrée fièrement dans le gymnase où l'équipe d'athlétisme s'entraînait et leur a montré le costume de maître qu'il voulait que Shion porte pendant 2 semaines lorsqu'elle perdrait le pari. Choquant, elle a suffisamment lâché le ballon qu'elle tenait dans sa main. Tout ce temps, elle s'inquiétait de savoir à quel point Aïe était fatiguée par toutes ses études et était perplexe face à la raison pour laquelle il avait soudainement fait ce pari. Mais maintenant que tout était clair, elle était restée sans voix. Quand elles ont toutes regardé les résultats, elles ont été choquées de voir Aïe classé premier et lui ont crié dessus, l'appelant pervers et tricheur. Elles ont même fait confirmer ses notes par le corps professoral. Mais nous étions déçus d'apprendre qu'il n'avait pas vraiment triché.
Quand les filles étaient parties, le professeur a commenté à quel point Ai avait surpris tout le corps professoral par sa montée soudaine à la première place de l'école, sans réaliser qu'il avait ce genre de potentiel. Au gymnase, les étudiants perdaient la tête à cause de la tenue adorable de Xuan, alors qu'elle distribuait joyeusement des affiches pour recruter de nouveaux membres pour son équipe. La foule en avait presque la bave aux lèvres en la regardant prendre des photos et mourait à chaque fois qu'elle leur faisait un sourire adorable. Aya lui a mis les mains sur les épaules et lui a donné un petit coup pour la rendre plus confiante dans sa façon de s'habiller devant l'école. Il a même déclaré qu'elle s'habillerait ainsi pendant 2 semaines, parce que, dans son esprit, cela l'aiderait à acquérir une réputation qui équilibrerait sa personnalité dure avec ce nouveau côté mignon. Pendant ce temps, Lin Yuing les regardait avec jalousie de l'arrière, murmurant à elle-même qu'Wei l'avait oubliée, elle et ses enfants. Sur le toit, Zia est arrivée au milieu de la conversation entre Aya et Meitada à propos du sort qui était rompu. Bien sûr, elle n'était toujours pas capable de voir la déesse et regardait droit Aya, qui a joué le cool en mentant qu'il voulait juste se détendre sur le toit, parce qu'il avait chaud. Xuan a fait une entrée en lançant la tenue que Aya lui avait donnée à la figure et a dit que la taille était trop petite, et Zia, qu'il avait choisi pour elle, s'est éclipsée dans l'embarras, laissant les deux seuls. Ae a agi de manière mignonne pour échapper à sa colère, faisant rire Xuan. En se retournant, elle a exprimé à quel point il la rendait heureuse, même si c'était un peu pervers. Après cela, dans le couloir, Meitada a demandé à Hei qui était le gars dont Zully parlait la nuit dernière sous la pluie. Il a révélé que le gars dont elle marmonnait était son ex-petite amie, et qu'elle ne serait pas devenue comme elle l'était maintenant s'il n'avait pas été là. Après leur conversation, 2 enfants ont couru derrière lui, l'appelant papa alors qu'il le poussait au sol. Derrière eux se tenait Lin Yuing, qui souriait à ses enfants et à Ai, qui était censé être leur père. L'impossible est arrivé à Ai, parce qu'il était vierge à mort. Cela l'a assez choqué pour que son âme quitte son corps, mais Meitada l'a renvoyé à la réalité. Les 2 enfants, Jireming et Chaoron, ressemblaient à des copies carbone d'Ai et Lin Yuing, alors qu'ils le regardaient avec de grands yeux innocents. Ai s'est agenouillé devant eux et leur a dit de l'appeler oncle Jong quand il serait dehors et qu'il les rencontrerait à la porte de l'école avec leur mère, promettant de leur donner des bonbons en retour. Meitada a expliqué que si suffisamment de temps s'était écoulé, la magie commencerait à exaucer les souhaits de la personne, rendant leurs fantasmes et illusions réels, ce qui signifiait que les 2 enfants avaient été créés par magie et avaient pris une forme physique. À la porte de l'école, Yuan a reçu un appel téléphonique lui demandant de venir au bureau. Alors elle a dit aux enfants de rester en place pendant qu'elle allait suivre l'ordre. Mais les enfants ont décidé de jouer et se sont séparés. Plus tard, elle s'est excusée auprès de Ai d'avoir perdu les enfants, mais il l'a rassurée en lui disant que rien de mal ne leur arriverait et qu'ils devraient se séparer pour aller les chercher. Devant le bâtiment de l'école, Jia a trouvé la petite fille, Jiaon, et l'a aidé à chercher son oncle Jiang, sans savoir qu'il s'agissait en réalité de Ai. Pendant ce temps, le petit garçon, Jiaon, semait le trouble dans toute l'école, prétendant être un héros qui vainque des démons, et il a fini par se faufiler dans le vestiaire des filles. Aya l'a vu à travers une fente dans la porte et a pensé qu'il aurait encore des ennuis et s'est éloigné. Mais Teng Xuan l'a attrapé et l'a accusé d'être un pervers. Bientôt, toute l'école était de nouveau sur son dos, mais pensant qu'il pourrait aider, Jireming a couru à son secours, mais il a fini par tirer la jupe de Xuan à la place. Xuan a fait payer cela à Ai et a demandé aux filles de le punir. Pendant ce temps, Yuan attendait patiemment à la porte de l'école jusqu'à ce que la foule s'éclaircisse et qu'elle se retrouve complètement seule. Mais à l'horizon, Ai est apparu avec les 2 enfants en toute sécurité à ses côtés. Meitada est apparu derrière lui, le louant pour avoir bien fait tout en frappant légèrement son dos. Mais il lui a dit qu'un massage des épaules serait plus confortable. Incapable de voir la déesse, Yuan a pensé qu'il voulait le lui demander et s'est levé pour le masser. Alors Ai a abordé un sujet différent pour changer d'ambiance. Il lui a fait voir la raison en lui demandant de faire des calculs simples basés sur les âges des enfants. S'ils étaient nés il y a 7 à 8 ans, cela voudrait dire qu'il avait 12 ans avec Yuin quand ils les ont eus. Mais Yuin ne voyait pas le problème là-dedans et croyait toujours qu'ils étaient leurs enfants. Meitada a expliqué que si cela continuait, alors toutes les personnes avec lesquelles elle interagirait seraient également affectées par la magie et flouteraient leurs souvenirs. C'était définitivement le cas lorsque la mère de Yun, Jiuxin, a lancé un couteau aiguisé au-dessus de sa tête au moment où ils sont arrivés à la porte. Elle a saisi son col et l'a menacé de l'appeler correctement mère, pas madame, tout en agitant la lame dangereuse. L'appelant un scélérat pour ne pas être venu depuis plusieurs jours. Il a été invité à entrer pour manger avec eux dans leur petit appartement délabré. Après le dîner, Ai et Yuin faisaient le ménage. Lorsque leurs mains se sont effleurées, cela les a fait rougir et se détourner l'un de l'autre. Quand leurs corvées furent terminées, Ai a aidé les enfants avec leurs devoirs et les a endormis comme Yuin leur avait dit. Dans le salon, Aya écoutait les nouvelles du soir quand Yuin est apparu dans une courte chemise de nuit et l'a invité à dormir,
car il semblait que sa mère ne rentrait pas à la maison. Mais il a été sauvé par un appel téléphonique de Zia, qui lui a demandé de sortir avec elle au parc d'attractions Aizu dimanche. Aya a accepté, mais Iwin, qui avait entendu cela, lui a fait promettre de l'emmener, elle et les enfants, là-bas aussi. Pris au dépourvu, la responsabilité soudaine, il a accepté à contre-cœur et a appelé Zia pour annuler leur rendez-vous. Mais il se souvenait des paroles de sa femme de ménage sur le fait qu'elle se sentait seule tout le temps, et a menti en disant qu'il ne serait pas en retard cette fois-ci, ce qui l'a rendue très heureuse. Dimanche, Aya était déterminée à réussir les 2 rendez-vous, et a prévu de commencer l'opération avec 1 heure d'écart. À 9 h du matin, il a emmené Iwin et les enfants à la grande roue, mais avait peur de la hauteur et a étreint la jambe d'une inconnue par peur, provoquant la colère de son petit ami et le dégoût de Iwin. Après le tour, il a couru à toute vitesse à toutes les attractions du parc d'attractions en 30 minutes avec eux et est devenu si malade qu'il a dû vomir près d'un panneau d'affichage. Quand il a fini, Metada l'a bombardé de collations pour l'encourager. Mais il a refusé et s'est précipité vers son point de rencontre avec Zia, comme dans un film d'action. Il pensait qu'elle serait en retard, comme le ferait une fille ordinaire. Mais, à sa grande surprise, elle l'attendait déjà près de la fontaine. À en juger par sa réaction timide, Aya soupçonnait qu'elle allait lui avouer ses sentiments. Mais ils ont été interrompus par un photographe de rue, qui voulait prendre leurs photos. Tous deux agissaient de manière maladroite l'un envers l'autre. Alors le photographe leur a demandé d'être plus intimes. Les prenant pour un couple, Zia a pressé sa poitrine contre Aya pour poser pour l'appareil photo, mais son chapeau a été emporté par le vent. Quand Aya l'a attrapé pour elle, Zia s'est mise sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Quelques heures plus tard, il se demandait si c'était encore l'effet des chocolats de Cupidon. Mais Metada l'a traité de débile, parce que les chocolats de Cupidon n'avaient rien à voir avec les sentiments de Zia pour lui. Après avoir regardé l'heure, Ei s'est précipité pour trouver un cadeau, mais a fini par tomber sur Zhang Dong, un vieil ami, qui lui a dit que Duiyu, l'ex-petit ami de Zuli, était de retour d'Amérique. Même s'il l'aimait, Dong a fait jurer à Ai de protéger Zuli cette fois, afin que Yuz ne lui fasse plus de mal. Juste à ce moment-là, Ai est tombé sur Shiwan, qui faisait du shopping avec ses amies et s'est disputé avec elle. Et si cela ne suffisait pas, Zia l'appelait sur son téléphone. Avec sa vie en jeu, Ai a demandé à Shuan de tenir compagnie à Ya pendant qu'il retournait à Yuan avec un ours en peluche pour rendre les enfants heureux. Pour les remonter le moral, il est entré avec eux dans un quiz parents-enfants pour leur faire gagner le prix. Ai a écrasé toutes les questions si fort que sa concurrence avait abandonné et même l'animateur a été intimidé. Il a fini par gagner le prix qui n'était qu'un bon de repas et a acheté des glaces pour les enfants avec cela. Alors qu'il les regardait depuis le coin, Yoon et Ai ont partagé une conversation intime autour d'une boisson et de glace. Yoon a commenté à quel point c'était gentil de sa part de s'occuper des enfants, même s'il n'avait aucun revenu, et qu'il était aussi introverti comme une certaine personne qu'elle connaissait. Ai n'a pas laissé passer cette remarque et a rapidement compris que la personne à laquelle elle faisait référence était son père. Il lui a demandé où était son père, ce qui lui a fait monter les larmes aux yeux alors qu'elle frappait la table de colère. Elle n'a jamais répondu à la question et est allée faire du shopping avec les enfants quelque part pour éviter la discussion. Xia et Yuan, qui marchaient à proximité, ont vu Aya avec elle et étaient préoccupés par la rougeur de ses yeux, comme si elle avait pleuré. Ils ont immédiatement supposé que c'était de sa faute et l'ont interrogé, mais quand ils ont découvert qu'il essayait seulement de l'aider, ils l'ont laissé partir par souci pour elle. Alors que les deux filles le regardaient partir en bus, Yuin a demandé à Zia si elle était d'accord pour le laisser partir ainsi et être avec une autre fille. Zia a répondu qu'Aya était un gars compatissant et que Yuin avait besoin d'aide, donc elle n'aurait pas pu l'arrêter même si elle l'avait voulu. Pendant ce temps, Aya s'est excusée auprès de Yuin d'avoir dépassé les limites plus tôt avec elle. Elle a compris qu'il ne voulait que son bien et a souri. Aya a fait signe au photographe de s'approcher d'eux et lui a demandé de prendre une photo de groupe. Le photographe le reconnut et fut même surpris d'entendre les enfants l'appeler papa, ce qui lui fit supposer qu'il trompait sa femme avec la jolie fille de tout à l'heure. À la maison, Yuan le remercia pour ce qu'il avait fait, mais l'avertit de ne jamais mentionner quoi que ce soit de ce genre devant les enfants. Alors que ses yeux plongeaient profondément dans son âme comme un couteau, regardant une fois de plus leurs photos de groupe, Aya se souvint des mots de Metada selon lesquels de faux souvenirs ont souvent un lien avec la réalité, ce qui le rendit déterminé à enquêter sur les personnes qui l'entourent et à connaître la vérité. Le lendemain, il se rendit à l'école élémentaire de Yuin et essaya de trouver son professeur principal en entrant comme un idiot dans la salle des enseignants. Comme prévu, tout le personnel lui était hostile et était sur le point de le frapper, mais il réussit à s'éclipser et tomba sur le professeur principal de Yuin dans le couloir. Elle lui dit que lorsqu'elle était professeure stagiaire, le père de Yuin venait toujours la chercher après les cours, et que Yuin elle-même était une enfant joyeuse et extravertie. Mais un jour, son père la laissa avec juste le rappel d'être une bonne fille, et lui tourna le dos, ne revenant jamais. Apparemment, ses parents avaient divorcé, la plongeant dans une spirale de dépression et la coupant du monde.
Entendant tout cela, Aye lui demanda l'adresse du père de Yoon, mais échoua évidemment. En dernier recours, il décida de cambrioler le poste de police pour rassembler des données à son sujet. Il commença à se faufiler, éteignant les lumières pour éblouir le garde, ouvrant la porte de manière inquiétante et se glissant derrière lui pour accéder au dossier. Naturellement, cela ne se termina pas bien, au moins s'il ne connaissait pas réellement le garde en poste là-bas. Le garde, Yan, était un proche ami et l'aida à accéder au dossier de Yoon, mais tous deux furent surpris de ne trouver aucune trace de son père dans leurs données. Il dit à Aye que cela signifiait généralement qu'ils avaient peut-être quitté le pays. Alors Aye demanda à Yan de l'appeler s'il trouvait autre chose. De retour chez lui, il trouva ses parents attendant à la table du dîner avec une expression sérieuse, l'avertissant qu'il viendrait bientôt frapper à leur porte. Quelques instants plus tard, des limousines arrivèrent de manière inquiétante devant leur appartement, et Julie fit exploser la porte. Elle ôta ses gants, n'hésitant même pas à traîner Aye devant ses parents vers sa chambre, où elle l'a poussé contre le lit, voulant dormir ensemble. Aye s'est échappé dans la salle de bain pendant quelques heures, attendant qu'elle s'endorme, et quand elle l'a fait, il a tiré la couverture près de sa poitrine, se souvenant du moment où Julie lui avait offert des bonbons parce qu'elle l'aimait. Quand il a décidé de passer une nuit blanche sur le sol froid de sa chambre, Yan l'a soudainement appelé pour lui dire qu'il avait trouvé 20 numéros de contact possibles de Yujia. Cela l'a tellement excité qu'il a réveillé Julie. Le lendemain en classe, Aye a appelé les numéros que Yan lui avait listés, entendant une foule de gens fous au bout du fil, alors qu'il passait d'un numéro à l'autre. Le dernier numéro de la liste appartenait à Yujia, mais il n'a pas pris la peine de répondre quand Aye l'a appelé pour la première fois. Plus tard dans la journée, après avoir dormi un peu, Aye a rappelé son numéro, et cette fois, il a décroché alors qu'il était dans le magasin d'alimentation. Il l'a surpris en se présentant comme son gendre et lui a dit tranquillement qu'il et Yoon avaient déjà 2 enfants, le provoquant à rentrer chez lui. Mais Yujia lui a juste donné une vérité inattendue. Yoon n'était en fait pas sa vraie fille. Et le cœur de Aye s'est effondré au moment où il a entendu cela. Il semblait que la situation le dépassait maintenant, mais il a décidé d'aller de l'avant et de demander à sa mère à la place. Dans leur appartement, il les a entendus se disputer derrière la porte ouverte. Jin lui a crié de jeter la photo de Yujia parce que son vrai père était mort depuis longtemps. Mais cela a seulement fait fuir Yoon en larmes avec ses enfants à la traîne. La prochaine chose qu'Aye savait, c'est qu'il était enfermé hors de l'appartement, Jeanne refusant même de lui parler. Alors voyant cette agitation, une vieille dame s'est approchée de lui pour lui dire ce qu'il voulait savoir. Une fois qu'il a su tout, il a été submergé par la tristesse et les regrets en racontant à Meitada la vérité sur la famille de Yoon. Le vrai père de Yoon, Shaoi, était un policier. Le jour de leur mariage civil, il a été appelé à cause d'une situation d'urgence. Jin l'attendait pleine d'espoir, car elle attendait un enfant de lui. Mais son cœur s'est brisé lorsqu'il est revenu vers elle dans un cercueil. Il était mort en service, et Lin Yujian, qui était autrefois amoureux d'elle, s'est occupé d'elle et l'a même épousée, même si ses parents étaient tellement contre cela qu'ils l'ont renié. Après avoir supporté des années de déception de la part de ses parents, il a finalement craqué et a divorcé de Jin avec des larmes aux yeux. Yuan, qui ne l'avait toujours connu que comme son père, était si dévastée par cela qu'année plus tard, elle aspirait encore à son amour. Aye ne savait même pas quoi faire maintenant qu'il savait tout ça. D'un autre côté, Meitada a souligné comment Yujia gardait encore le numéro de son téléphone personnel pour eux après toutes ces années. Car dans son cœur, il s'inquiétait toujours pour eux. Cela a seulement fait éclater Ae de colère contre tous. Il était en colère contre Sayoi pour s'être engagé dans le mariage même s'il savait que son travail pouvait lui coûter la vie à tout moment. Et il était en colère contre Yujia pour ne pas avoir vu à travers son mariage et être parti quand les choses ont mal tourné pour lui. Mais Tata n'était pas d'accord avec sa façon de voir les choses et a soutenu que ce n'était pas parce que les policiers ont des emplois dangereux qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une famille. Il a loué Yujia pour avoir pris sur lui le fardeau d'une famille brisée. Et il a élevé Yoon comme si elle était la sienne pendant de nombreuses années par amour. Mais Aye n'était pas prêt à entendre tout cela et rentra chez lui avec un air amé, s'enfermant dans sa chambre sans avoir dîné avec sa propre famille. Il a même jeté ses affaires par terre, pris de colère. Mais quand il a vu sa photo de groupe encadrée avec Yuan et les enfants tomber au sol aussi, il s'est effondré par terre et a réalisé à quel point il était idiot de déverser sa colère sur ses parents et Meitata, qui a entendu ses excuses par la fenêtre ouverte et a essayé de le réconforter. Le lendemain, Aye a de nouveau appelé Yujia pour lui dire qu'il comprenait maintenant la situation. Et il lui a rappelé de ne pas abandonner si facilement en tant qu'homme. Après tout, Eun souhaitait toujours son amour et Gin luttait pour rassembler sa famille. Eujia n'était pas prêt pour cette conversation et a raccroché, mais Aye l'a rappelé encore et encore, malgré le nombre de fois qu'il a été écarté. Un jour, lui et Yuan ont récupéré les enfants à l'école pour aller peindre des paysages. Mais alors qu'ils traversaient la rue, des ennuis les attendaient. Truck-kun a pris une pause de l'escape des gens et a percuté Yuin. Quelques instants plus tard, des ambulances sont arrivées pour emmener les victimes. Pendant ce temps, Yujir a reçu un appel de Aye lui disant que Yuin avait eu un accident de voiture. Le surprenant depuis son siège, craignant de ne jamais la revoir,
Yujia a sauté dans sa voiture et a conduit à l'hôpital, seulement pour trouver le lit d'hôpital vide alors que le médecin secouait la tête et murmurait à quel point le patient était jeune. Il pensait qu'elle était maintenant partie pour toujours et regrettait de ne jamais être rentrée chez lui tout ce temps, alors que des larmes amères coulaient sur son visage. Mais juste à ce moment-là, Yuan est apparu derrière lui, surpris de le voir après tant d'années. Sa mémoire de lui était devenue floue, mais son cœur se souvenait de qui il était et courait dans ses bras, l'enveloppant étroitement dans une chaude étreinte. Pendant ce temps, dans l'autre pièce, Ai s'est réveillé blessé sur un lit d'hôpital, se souvenant comment il avait poussé Yuin hors du chemin juste à temps avant que le camion ne la heurte, et comment Mai Tatol l'avait regardé avec des larmes dans les yeux, alors qu'elle arrêtait le camion avec ses pouvoirs. Jia et Shun l'ont salué quand il s'est réveillé, mais il s'est endormi presque instantanément et a fait un rêve de Xiao Ming et Xiao Hong descendant d'un carrousel et lui donnant un dessin de tous leurs souvenirs ensemble. Ils ont dit au revoir en larmes alors qu'ils le serraient dans leurs bras une dernière fois avant que la magie qui les avait créés ne disparaisse dans l'air. Lorsqu'il s'est réveillé à nouveau, Yuan était à son lit attendant qu'il ouvre les yeux. Un mois plus tard, l'hôpital a enfin décidé de le laisser partir. Pensant que cela allait être le début d'une grande journée, Ai a immédiatement marché dans de la merde. Et toutes ses harems sont sortis de leur propre voiture pour le ramasser, créant une atmosphère de champ de bataille. Pour leur échapper, Ai s'est faufilé par l'arrière, mais il est tombé dans le piège de Zuli et a été emmené dans sa limousine. Cependant, la compétition ne s'est pas arrêtée là, car plus tard, les filles avaient prévu de lui donner de la soupe pour l'aider à se rétablir à leur manière, et se sont rencontrées dans le couloir, prises dans un blocage à 4. Les filles se précipitent à ses côtés, seulement pour être déçues et choquées de voir Ai nue avec un autre homme. Zheng Dong se trouvait là pour l'aider à appliquer de la pommade, mais Ai faisait des histoires à ce sujet, faisant en sorte que la scène ressemble à quelque chose sorti d'un doujinshi. Les filles continuaient à se battre pour savoir quelle soupe Yili devait manger en premier, après lui avoir présenté un plat impressionnant après l'autre. Ses voisins jumeaux, Tao Tao et Yuan Yuan, sont venus après avoir senti l'odeur appétissante des soupes, lui donnant l'idée de les faire finir tous les plats. Seul dans sa chambre, Dong l'a aidé à s'habiller, lui disant à quel point son harem était intense, et lui a demandé pourquoi il ne sortait pas avec Zuli alors qu'il l'avait toujours aimée, et qu'elle l'aimait comme un fou maintenant. Aya fronça les sourcils en lui disant qu'il ne voulait pas être un substitut pour elle, et lui demanda de le retrouver dehors après qu'il ait fini de se changer. Après le départ de Dong, Meitada couvrit Ae de collations alors qu'elle pleurait à lui propos de la façon dont elle avait fait rompre le couple qui se battait avec sa magie. Zuli fit irruption dans sa chambre après avoir entendu sa voix derrière la porte, et mit le désordre pour la chercher. Les autres filles se joignirent à elle pour l'affronter. Mais quand Meitada fut découverte, elle essaya d'arrêter le temps, mais sa magie ne changea les tenues des filles que quelques fois. Elle parvint finalement à leur faire oublier temporairement l'incident. Et plus tard, elle pleura sur le fait qu'elle pourrait devenir mortelle alors que son pouvoir magique s'affaiblissait, parce que l'incident du chocolat de Ai avait duré trop longtemps. Avant qu'il puisse quitter la pièce, la télévision annonça que la célèbre idole Sandy s'était effondrée et était tombée dans un coma après avoir prononcé le nom de Ai. Apparemment, elle faisait partie des filles qui avaient mangé le chocolat et était maintenant folle de lui. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Contrairement aux autres filles, Sandy pouvait manipuler la réalité elle-même en étant capable d'utiliser la magie. Elle convoqua Aye dans un autre royaume, où elle l'accueillit avec sa belle voix chantante. Aye lui demanda qui il était pour elle, et fut surpris par sa force magnétique, alors qu'elle répondait qu'il était son amant, le copropriétaire de ses rêves, et celui qu'elle voulait amener dans son nouveau monde. Elle l'emmena sur un toit et l'invita à sauter avec elle. Mais Aye ne voulait pas suivre sa délire et lui tendit la main pour qu'il puisse la ramener à la réalité. Au lieu de cela, Sandy l'emporta avec elle alors qu'elle sautait du bâtiment et déploya des ailes magiques, l'accueillant dans son monde. La fantaisie et la réalité se mélangèrent lorsque Sandy tira Aya de force pour voir son monde depuis l'arrière d'un immense avion en papier. Des créatures sous la mer nageaient librement dans le ciel bleu, des chats géants dormaient sur les bâtiments de la ville, et même les cieux se brisaient en blocs quand elle le voulait. Meitata dit à Aya qu'ils étaient dans son monde imaginaire, alors il devrait se calmer. Mais cela ne suffisait pas à le rassurer, surtout quand il fut projeté sur un arbre géant et vit un portail vers une autre dimension dans son tronc creux. Sandy l'invita à aller dans un autre monde, mais il avait peur de ne pas pouvoir rester humain s'il traversait les dimensions, et suggéra qu'ils achètent plutôt de la glace. Cependant, leurs aventures ne se sont pas terminées avec leur dessert lacté froid, et Aya a été transporté dans un aquarium, où, étonnamment, il pouvait respirer sous l'eau comme s'il était dans l'air. Toutes sortes de créatures sous-marines nageaient autour de lui pendant que Sandy tenait sa main, émerveillée par le paysage devant eux. Mais cela ne l'a rendu que triste. En plus de d'eux, elle n'avait personne d'autre dans ce monde, personne avec qui partager tous ces moments magnifiques.
Quand ils ont fait surface, Sandy lui a demandé à nouveau s'il voulait partir avec elle et aller dans l'autre monde. Mais Aya s'est échappée de son emprise et la regardait avec des yeux tristes. Des larmes ont commencé à couler sur son visage alors que son monde se brisait et perdait de sa couleur. Pour l'empêcher de se détruire, Aya a suggéré qu'ils partent ensemble pour l'autre monde demain, en mettant un sourire temporaire sur le visage de Sandy. De retour à la réalité, Metada lui a dit qu'elle était préoccupée par sa décision parce que la Sandy qu'ils avaient rencontrée plus tôt n'était que son âme, et son corps était toujours inconscient à l'hôpital. Cela signifiait donc que si son âme traversait vers l'autre monde, elle ne pourrait pas revenir et son corps deviendrait inanimé. Naturellement, cela ne convenait pas à AI, donc il voulait un peu de temps pour réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour lui donner envie de rester dans le monde réel. Plus tard dans la nuit, après qu'il soit sorti de la douche, Sandy l'attendait sur son lit. Et elle lui a donné la chanson qu'elle avait écrite pour lui pour être son soutien numéro 1 depuis le tout début. Il ne pouvait pas accepter son cadeau, sachant très bien qu'il n'était pas réellement celui de ses souvenirs. Mais elle le lui a quand même donné et est sortie par la fenêtre. Netata était maintenant encore plus préoccupée parce qu'il semblait que Sandy n'était pas prête à attendre jusqu'à demain pour traverser. Alors elle a accepté le plan risqué de Aya, oser perdre tout ce qui faisait d'elle une déesse de l'amour. Dans le monde imaginaire, Sandy attendait Aya près du portail dans le creux de l'arbre enchanté. Et elle s'est laissée tomber dans ses bras dès qu'elle l'a vu. Mais ses yeux brillants se sont assombris au moment où il a dit qu'il ne viendrait pas avec elle, mais qu'il voulait plutôt la ramener avec lui dans la réalité. Elle voulait échapper à la douleur et à la laideur du monde réel en traversant de l'autre côté, où elle croyait que seules des choses belles et pures résidaient. Cependant, Aya lui a dit que la beauté et la laideur existent ensemble peu importe le monde dans lequel elle va. Et c'était quelque chose qu'elle devait accepter. Entendre cela a brisé Sandy et a détruit toutes ses attentes envers Aya. Hurlant qu'il n'était pas le fidèle soutien qu'elle connaissait, elle sauta vers le portail, les larmes aux yeux. Aya cria alors qu'il la suivait de l'autre côté, traversant un tunnel de souvenirs montrant comment un jeune garçon avait rencontré une Sandy plus jeune. À la fin du tunnel, il était confus par l'autre monde que Sandy avait imaginé, car ce n'était rien de ce qu'elle avait envisagé. C'était pitch noir. Et la mort les entourait dans une vaste plaine de néant. Sandy pleura et s'agenouilla. Alors Aya lui offrit sa main et lui révéla tout sur la déesse de l'amour, et comment les filles qu'il avait rencontrées grâce à elle avaient trouvé le bonheur dans leur vie misérable. Cela suffisait à la convaincre qu'il était possible pour elle de retrouver le bonheur dans le monde réel. Et mit sa foi dans ses paroles. De retour à la réalité, Aya appela Lin Yuan, lui demandant d'écrire un article de presse sur Sandy Coma, et comment son agence ne s'inquiétait même pas pour elle. Il demanda à Zia d'utiliser son vaste réseau pour diffuser la nouvelle en ligne, rassemblant les sympathies du public. Il demanda également à Xuan de toucher leur cœur directement, en utilisant sa popularité pour rassembler ses fans et organiser une protestation. Puis il alla rencontrer Luigi, le véritable ami d'enfance de Sandy, et le poussa à raconter son histoire. Il dit à Yi que Sandy était sa voisine, qu'il s'était lié d'amitié avec elle parce que tout le monde pensait qu'elle était bizarre et l'avait encouragée à montrer ses talents de chanteuse car elle avait toujours été douée pour cela. Finalement, elle obtint un contrat avec une agence qui limitait strictement ses contacts sociaux et lui payait bien pour lui tenir compagnie. Il devint fou de la culpabilité de l'aider à rester dans une cage et d'être coupé du reste des gens de leur âge. Parce qu'il le voyait comme un freak comme elle, le jour où son contrat avec l'agence devait être renouvelé, il craqua sous tous ses sentiments réprimés et quitta son emploi. Il commença à crier qu'il ne voulait plus être son babysitter et qu'il voulait vivre sa propre vie, sans savoir qu'elle écoutait en fait derrière la porte. Il était rempli de regrets et de chagrin après cet accès de colère, et toutes ses émotions commencèrent à exploser en lui. Maintenant qu'il savait que Sandy pensait à sa propre mort, P laissa l'agent Wang, le responsable de Sandy, entendre un enregistrement de Chi racontant son histoire, et menaça de mettre fin à sa carrière en l'exposant. Mais il s'en fichait éperdument, en sirotant son café. Cependant, ce n'était que le début du plan de Ai. Wang a reçu un appel urgent, lui disant que les parents de Ji étaient arrivés et tentaient d'arrêter le renouvellement du contrat de Sandy. Cela l'a amené à prendre les menaces de Hae plus au sérieux et à demander son prix. Il lui a seulement demandé de rendre la liberté à Sandy et de lui donner l'opportunité de vivre sa vie et de se faire des amis. Cependant, Wang a ri et a dit qu'elle avait de la chance qu'il lui laisse avoir un ami, compte tenu de combien elle était étrange. Mais alors qu'il se levait pour partir, Aya lui a montré des photos de sa maîtresse et a menacé de dire à sa femme son aventure. Pendant ce temps, Zia attendait avec impatience l'appel de Aya pour la récompenser d'avoir accompli sa demande. Mais son téléphone a plutôt sonné pour lui rappeler l'anniversaire de son grand-père. Juste à ce moment-là, la télévision a rapporté que Sandy s'était réveillée de son coma et était si pleine d'énergie qu'elle a même saisi la caméra et a crié pour que Aya vienne la voir.
Dehors de l'hôpital, une foule de journalistes et d'hélicoptères gardait l'entrée pour prendre une photo de Aya. Mais il s'est faufilé, faisant semblant d'être un gars aléatoire poussant une vieille femme dans l'hôpital. Après avoir navigué à travers eux, il est arrivé dans la chambre d'hôpital de Sandy et lui a présenté la déesse de l'amour comme promis. Meitada est apparu magiquement devant elle et l'a emmenée pour un voyage d'une journée autour du monde. Alors qu'ils étaient perchés au sommet de Stonehenge, elle a parlé de l'incident du chocolat de Aya et comment les chocolats étaient fabriqués en premier lieu. Dans le passé, les déesses de l'amour utilisaient un arc et des flèches. Mais quand quelqu'un fabriquait des chocolats en utilisant la magie de la mémoire, il s'associait pour rendre le commerce de l'amour plus efficace. Tout cela était possible grâce à la personne qu'elle appelait directeur, qu'elle disait beau et brillant. Meitada a également apaisé ses inquiétudes concernant la vie dans le monde réel, et lui a dit que tout le monde aimerait voir et entendre le vrai elle, y compris Aya, qui a mis tant d'efforts pour résoudre ses problèmes et l'a soutenue. Après son voyage magique, Sandy est apparue devant les médias, remerciant ses fans pour leur soutien, et leur a dit qu'elle étudierait à l'étranger après être parvenue à un accord avec l'agence. Mais avant cela, elle tiendrait un concert pour eux. La nuit du concert, Luigi a frappé à sa porte en coulisses, portant un bouquet de roses dans ses bras et s'est excusé de l'avoir blessé. Sandy a pris sa main alors qu'il la pardonnait et lui a demandé s'ils pouvaient être de vrais amis maintenant que les mensonges étaient tous partis. Touché par sa gentillesse, Luigi accepta d'être ami avec elle et promit qu'il serait toujours là pour elle, peu importe les circonstances. Aya et Meitada étaient dans les sièges du public après que Sandy leur ait donné des billets gratuits, attendant avec impatience qu'elle monte sur scène. Lorsqu'elle prit la scène, ils furent émerveillés par sa nouvelle chanson car elle parlait de la façon dont sa vie avait changé à cause des chocolats de Cupidon. Alors qu'elle atteignait la fin de sa chanson, Sandy prit la main de Aya et pressa ses lèvres près de son oreille, lui murmurant ses remerciements alors que toutes les caméras capturaient un gros plan de lui. Le lendemain, il se cacha sous les buissons pour échapper à tous les fans en colère qui voulaient le frapper, à Zully qui voulait le réduire au silence par jalousie et aux journalistes qui voulaient lui soutirer des détails. Juste au moment où tout semblait désespéré, Mademoiselle G apparut devant lui traînant une valise et lui demanda de l'aider, offrant d'être son serviteur pendant 3 mois en échange. Elle l'emmena au café, un café au look haut de gamme sur Beijing Road, et demanda au vieil homme au comptoir de le laisser y rester en faveur, ce qu'il accepta. Étant privé de sommeil à cause de toute la course qu'il avait faite la nuit précédente, il s'effondra sur un canapé voisin pour essayer de dormir, mais il fut réveillé en sursaut lorsqu'il réalisa qu'un bel homme aux cheveux blancs était assis en face de lui à la table. Il avait une aura mystérieuse alors qu'il demandait à Aya ce qui le troublait. Mais Aya ne prit jamais la peine de poser des questions à son sujet. L'homme s'intéressa à lui et lui donna une boîte de bonbons au look chic avant de partir. Aya voulut le présenter à Zia, qui arriva immédiatement au café après s'être inquiété pour lui à cause de ce qui s'était passé au concert. Mais quand il revint à la table après l'avoir cherché, il était déjà parti. Pendant ce temps, Meitada était amère de voir Aya retrouver son bonheur normal sans son aide et alla bouder au dock, où elle rencontra le directeur Rose, le patron de l'usine de chocolat de Cupidon. Et l'énigmatique homme aux cheveux blancs de tout à l'heure, même s'il ne faisait pas partie de l'administration du palais de Cupidon, l'avertit des conséquences de la rupture du contrat de Cupidon en se montrant devant un mortel. Mais il décida de l'aider quand même, en lançant un sort sur elle pour l'aider à contrôler sa magie, à condition qu'elle n'intervienne plus dans les affaires des humains. Pendant que cela se passait, Zia et Aya ont eu un rendez-vous inattendu, allant faire du shopping, gagnant des jeux à l'arcade et prenant même des photos dans une cabine photo. Mais sur le chemin du retour, ils ont été attaqués par un groupe de voyous dirigé par l'une des filles qui avait saboté la robe de Shuin au festival d'anime. Au lieu de reculer, Aya a montré ses compétences en kung-fu et les a tous vaincus avec rapidité et précision, jusqu'à ce que la police arrive pour les arrêter. Lorsque Zia lui a dit à quel point elle était impressionnée par ses mouvements, l'officier qui prenait leur déclaration a dit que c'était tout à fait naturel. Après tout, Aya était le fils du chef de la police. Cependant, Aya s'est éloignée immédiatement, les sourcils froncés, pensant à combien il détestait les policiers. Quand lui et Zia étaient seuls sur le terrain de jeu, il lui a parlé de son passé, de son désir de devenir policier comme ses parents, mais tout cela a finalement changé. À cause de leur travail, ses parents étaient souvent trop occupés pour s'occuper de lui, et il devait passer ses anniversaires et ses vacances seul. Même lorsque des criminels attaquaient leur maison, ils ne sont jamais venus à son secours car il travaillait sur une autre affaire ailleurs. Mais un petit rayon de lumière est apparu dans sa vie lorsqu'il a rencontré Miss J. Elle s'est occupée de lui comme s'il était de sa propre famille, et a même essayé de réparer les choses entre lui et ses parents. Et bien qu'il l'aimât pour ce qu'elle faisait, cela n'a à peine rien changé dans sa vie. Alors il a essayé d'agir comme s'il avait une famille chaleureuse et aimante devant elle. En entendant son histoire, Zia a éclaté en larmes et l'a étreint, lui disant qu'il était là pour l'aider, elle et les autres filles, dans leurs moments les plus bas. Alors elle voulait être là pour lui réaliser son propre rêve. Aya l'a serré dans ses bras, murmurant un merci à son oreille très doucement.
Regardant cette scène touchante de loin, Meitata a également éclaté en larmes alors qu'elle s'envolait et se demandait pourquoi elle ressentait une douleur aiguë dans sa poitrine en voyant ces deux-là se rapprocher autant. Alors qu'elle s'inquiétait pour son avenir sans Aekrog, son ancien admirateur du royaume des dieux, qu'elle avait rejeté tant de fois, est apparu à côté d'elle pour la ramener chez elle, mais Mitoter a refusé, lui disant qu'elle devait trouver la fille qui avait mis le gâteau au chocolat sur le toit, et a commencé tout ce désordre en premier lieu. Mais en réalité, elle voulait juste rester aux côtés de Aie. Pendant ce temps, Xia et Shun se sont rencontrés à nouveau au festival d'anime. Mais cette fois, Xiwen lui a présenté ses nouveaux coéquipiers pour la compétition de cosplay et a enfilé avec enthousiasme son costume, rendant Xia fière d'elle d'avoir des amis avec qui faire du cosplay maintenant. Malheureusement, Xiwen a laissé la couronne de son costume à l'école. Elle s'est donc précipitée pour la récupérer malgré la forte pluie à l'extérieur. Mais quand elle était en retard, Xia a proposé de participer à la compétition déguisée en servante pour lui donner du temps, et a appelé Ai pour lui demander d'aller chercher la couronne de Xiwen à l'école. Sur le campus, Ai est tombée sur Metada en rentrant vers Xiwen, et a été surpris qu'elle l'embrasse avec des larmes dans les yeux. Elle pensait qu'il était amoureux de Xia après leur moment sur le terrain de jeu, et ne voulait pas retourner dans le royaume des dieux. Mais Aya lui a dit qu'il n'était pas en couple avec Xia, ce qui lui a permis de sortir de sa dépression et de s'exciter suffisamment pour accepter de l'aider avec le problème de Xuan. Tout seul à l'arrêt de bus, Shuin était prête à abandonner quand elle a réalisé que c'était déjà le tour de son équipe de monter sur scène. Mais Aya est arrivée et a mis sa couronne sur sa tête. Il l'a portée au festival d'anime sur son dos, pendant que Xia jouait une scène de fantaisie gênante sur scène en tant que servante Shona, pour lui donner du temps. Xia a finalement fait son entrée dramatique sur scène et a continué l'acte pour impressionner le public. Elle a embrassé le front de Xia et a passé son bras autour d'elle tout en pointant son épée vers le ciel, jurant qu'elle vaincra le roi maléfique d'Orsa dans le cadre de son acte en tant que reine Dorothy. Le public a rugi d'excitation, leurs appareils photo flashant rapidement pour capturer chaque moment. Après l'événement, Xiwen a remercié Xia pour son aide, lui donnant la robe de servante qu'elle aimait profondément. Aya l'a convaincue de l'accepter alors qu'il la couvrait de louanges et bientôt, tous les deux étaient dans leur propre petit monde, rendant Xuan heureuse. Il s'était un peu senti hors de propos et avait disparu pour les laisser seuls. De retour chez lui, le repos de Ae a été interrompu par une livraison de colis. Mais quand il a ouvert la porte, il a été enseveli sous une montagne de boîtes. Mais Tata était ravie que tous ces colis soient arrivés, en disant à Ae que ce sont tous des snacks pour son prochain voyage de camping scolaire. Mais cela ne faisait que le stresser davantage quand il faisait ses bagages à l'école, car la plupart de ces snacks ne peuvent pas être utilisés comme de vrais repas. Au milieu de cela, Xia est entrée dans la salle de classe et lui a demandé d'écrire son nom sur un morceau de papier avec une tache rouge dans le coin, lui disant que c'était pour un tirage au sort pour les groupes plus tard. Apparemment, tout cela faisait partie du plan de Xuin pour s'assurer qu'elle serait regroupée avec Xia et Ae pendant le camping. Mais Lin Yuan a entendu cela et a prévu de fausser les lots en utilisant un marqueur rouge. Lors du tirage officiel, Xiwen a été surprise de voir plusieurs papiers avec une tache rouge dans le coin. Elle a donc fini par tous les saisir, faisant de Xia, Aya et Yun ses membres de groupe. En route vers le site de camping, les filles se disputaient sans cesse pour savoir qui serait plus proche et passerait plus de temps avec Ae. Xiwen soutenait pleinement l'idée de réunir Ae avec Xia et continuait à faire échouer les plans de Yun d'avoir un moment seul avec lui, malgré ses propres sentiments romantiques pour lui. Mais Yun n'allait pas reculer facilement et avait préparé des plats froids qu'elle disait être meilleurs pour la digestion pendant un voyage de camping, et a rejeté toutes les autres options alimentaires que Xia avait, car elle était une femme de science, et elle était plus que disposée à l'utiliser comme une arme pour l'amour. Ai a décidé de manger leur nourriture à tous les deux pour les calmer, mais un appel soudain de Zuli lui annonçant qu'elle viendrait là où il était maintenant a ébranlé son âme. Dès qu'elle a raccroché, un hélicoptère a volé au-dessus de leur tête, et Zuli est descendu au sol de manière dramatique, accompagnée d'une montagne de lourds sacs de sport. Elle a immédiatement marqué son territoire comme une femme alpha, et a poursuivi Xiwen avec une épée quand elle ne voulait pas céder à sa volonté. Leur combat a fait disperser les braises du feu de camp et a brûlé le camp, mettant le feu partout. Mais Zuli ne se souciait pas et continuait à poursuivre Xiwen. Pendant que Ae et Yuin essayaient d'éteindre le feu par eux-mêmes, Xia est allée à la rivière pour chercher de l'eau. Mais le courant était trop fort et l'a emporté, avec Xiwen qui est venu à son secours. Cependant, cela n'a pas suffi à faire entendre raison à Zuli, qui a été giflé par Yuan, qui l'a arrêté avec juste ces mots. Yuan lui a averti que Yai ne lui pardonnerait jamais si quelque chose arrivait à Xia et Xiwen à cause de ses actions. Lorsqu'Aya est revenue après la tombée de la nuit avec les deux filles saines et sauves, Zuli a pressé son visage contre sa poitrine, pleurant alors qu'elle lui demandait pardon. Aya avait une expression douce sur son visage en la serrant dans ses bras. Voir la scène a fait réaliser à Xia combien Zuli l'aimait. Cela l'a rendue triste à nouveau car elle ne voulait pas se mettre entre lui et son amour d'enfance. Une fois que le groupe s'est installé autour d'un nouveau feu de camp, Aya remercia Yuin de les avoir trouvés et de bien s'occuper de Zuli,
lui mettant un sourire sur le visage après qu'elle lui ait donné une soda en boîte. Le groupe a porté un toast à leur sécurité, reconnaissant que tout avait été résolu, mais leur problème était loin d'être terminé. Metada les observait de loin, déçue d'elle-même de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit même si elle les avait suivis là-bas. Ses yeux se sont remplis de larmes en pensant qu'Ei n'avait plus besoin d'elle. Pendant ce temps, Yuan sortit 2 sacs de couchage parce que leur tente avait brûlé et elle suggéra qu'ils les partagent. Les filles comprirent rapidement la situation, ou plutôt l'opportunité qui leur était présentée. Aïe voulait que les filles prennent les 2 sacs de couchage et ils dormiraient d'abord sur le sol froid. Mais elles le convinrent de prendre un sac de couchage, puisqu'il les avait tous sauvés et voulait rendre sa gentillesse. Mais Zuli était un peu plus sans gêne et le poussa à dormir ensemble. Le groupe finit par étendre les sacs de couchage pour créer un grand tapis afin qu'ils puissent tous dormir ensemble sous les étoiles. Zia se tourna sur le côté, jalouse de voir Zuli se blottir contre Aea, qui ne fit que rougir alors qu'elle enroulait ses bras autour de lui dans son sommeil. Aei et les filles se réveillèrent à un frais matin, mais peu après avoir ouvert les yeux, Zuli et Shuin étaient déjà à se chamailler, se disputant sur le fait que Zuli était trop flirt avec lui. Les choses s'échauffèrent lorsque Zuli coupa la robe de Zia avec une branche errante parce qu'elle s'était mise en travers de son combat. Et pour aggraver les choses, Yoon s'évanouit à cause d'une fièvre qu'elle avait attrapée à cause de l'incident d'hier pendant qu'elle regardait la carte pour guider leur groupe vers le campement de classe plus tard. Tandis que Zuli regardait Heye poser sa main sur le front de Yoon, elle se souvint de ce que Yoon lui avait dit la nuit dernière et pensa qu'il la détesterait pour avoir causé tout cela. Après tout, elle était la raison pour laquelle la tente avait pris feu hier, et avait même failli noyer les 2 autres filles dans la rivière pendant qu'elle y était. Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, un hélicoptère abaissa soudainement sa mère vers eux, exigeant qu'elle rentre avec elle sur le champ. Comme sa fille, elle était prête à utiliser la force si nécessaire. Mais étonnamment, Zuli accepta d'y aller avec elle sans se plaindre, et demanda même à sa mère d'emmener Yohan avec elles à l'hôpital. Après ce camping chaotique, Ai voulait se détendre chez lui, mais il se retrouva à nettoyer méticuleusement après que Zia ait dit qu'elle viendrait lui rendre ses vêtements, qu'elle avait utilisés pour couvrir sa robe déchirée lors de l'incident avec Zuli. Quand il entendit quelqu'un à la porte, il l'ouvrit immédiatement en pensant que c'était elle, mais il fut mortifié en découvrant que ce n'était que Jangdong. Il essaya de lui fermer la porte au nez, mais Jangdong mit sa main et son pied dans l'espace. Ouvre la porte ou je vais jeter des pierres à tes fenêtres, espèce d'idiot! Ne laissant Ae d'autre choix que de l'accueillir en tant qu'invité, Jangdong lui demanda ce qu'il comptait répondre aux sentiments de Zuli pour lui, surtout depuis que l'ex-petite amie de Zuli, Duyu, était de retour. Mais Ae n'était toujours pas sûr de ce qu'il devait faire, ce qui provoqua Jangdong à le pousser contre le mur par colère. Il lui dit qu'il ne faisait que blesser Zuli avec son attitude passive, et qu'il finirait par blesser Zia aussi, puisque ne leur donnant pas de réponse appropriée, c'était comme jouer avec leurs émotions. Avec la porte complètement ouverte, Zia surprit et vit tout, rendant les choses suffisamment gênantes pour que Jangdong les laisse après ses éclats. Malgré l'atmosphère tendue, Ai fit de son mieux pour rendre Zia à l'aise en souriant pour tout effacer. Mais maintenant, elle était curieuse au sujet de Jangdong et de leur relation avec Zuli. Ai lui dit que quand ils étaient enfants, lui et Zuli passaient souvent du temps ensemble en tant que voisins parce que ses parents étaient toujours absents. Il se remémorait ses souvenirs comme les moments les plus chaleureux et les plus heureux qu'il avait passés avec elle. Mais avec le temps, Zuli changea et devint plus compétitive avec lui, le faisant se sentir plus distant parce qu'il pensait qu'elle n'appréciait pas vraiment sa compagnie. Pendant le collège, il y avait déjà un énorme fossé entre eux, mais Jangdong était celui qui a comblé cet écart et a rempli le vide créé par la gêne entre eux avec sa personnalité énergique et a finalement complété leur trio. Cependant, les choses devinrent à nouveau chaotiques après que Zuli ait commencé à sortir avec Duyu et passer la plupart de leur temps ensemble, bras dessus, bras dessous, partout où ils allaient. Quand elle le montrait devant eux, elle agissait de manière séductrice et faisait même semblant de ne pas connaître Aie juste pour lui faire du mal. Lors de la nuit de la fête du Nouvel An, Duyu a déclaré à toute l'école qu'il était fiancé à sa petite amie Momo. Et il a écarté Zuli, disant à tout le monde qu'elle agissait juste comme sa petite amie alors qu'ils n'étaient même pas en couple. Les élèves, qui pensaient toujours qu'elle était une garce arrogante, ont commencé à l'appeler sans vergogne et à l'éviter à l'école. Après avoir été publiquement larguée, elle est tombée dans une spirale de dépression, si grave qu'elle a dû quitter l'école et s'enfermer dans sa chambre. Depuis lors, elle a développé une personnalité yandé et est devenue folle d'amour pour Aye. En fait, quand il lui a rendu visite un jour, Zuli avait un regard fou sur son visage alors qu'elle lui donnait un baiser maladroit, lui disant qu'elle lui consacrerait tout son amour comme elle aurait dû le faire depuis le début. Après avoir entendu cette histoire chargée d'émotions, Zia soupçonnait que Aye ne voyait Zuli que comme une amie. Le lendemain, Ai a rendu visite à Yuin à l'hôpital, portant un panier plein de fruits à la demande de Zuli. Et il lui a dit que Zuli ne pouvait pas venir parce que sa mère la surveillait comme un faucon.
Il était content que Zuli ait enfin trouvé une amie en Yuan, et lui a dit que tout ce qu'elle lui avait dit cette nuit-là avait définitivement eu un impact sur elle, sans savoir que sa propre réaction et celle de Zulu étaient uniquement dues au fait qu'elle ne voulait pas qu'il les déteste. À l'école, Zulu s'accrochait intentionnellement à lui comme une sangsue pour éloigner Zia, et le tenait au courant de l'endroit où elle se trouvait par texto comme il l'avait demandé, pensant qu'il lui prêtait enfin attention de manière romantique. En réalité, il était juste préoccupé par son ex-petite amie qui pouvait faire des folies à son égard. Mais à ce moment-là, l'humeur joyeuse de Zuli a été soudainement ruinée lorsqu'elle a vu Duyu debout près du portail de l'école, l'attendant avec un bouquet de fleurs dans les bras. Ses yeux s'agrandirent et ses jambes tremblèrent de peur comme si elle avait vu un fantôme, et elle força son corps figé à s'enfuir de lui. Mais il l'a coincé dans une ruelle de toute façon. Duyu a utilisé leur ancienne relation pour convaincre sa mère de soutenir financièrement leur entreprise parce qu'elle était en faillite. Mais Zuli a seulement baissé la tête et a accepté timidement ses exigences. Le lendemain, elle a séché l'école et s'est enfermée dans sa chambre. Mais sa mère a seulement interprété cela comme une de ses crises habituelles et l'a laissée seule, ne prêtant aucune attention à ce qu'elle avait dit à propos d'un gars qui la suivait. Seule avec ses pensées, elle se souvenait de ce que Yuin lui avait dit cette nuit-là, qu'elle devait changer pour obtenir un nouveau résultat. Alors, lorsque son téléphone a sonné, elle l'a immédiatement pris et a crié à Dieu de se tirer. Mais il a menacé de faire du mal à Aye si elle ne satisfaisait pas à ses exigences. Et elle raccrocha avant qu'elle ne puisse protester. Cependant, elle tomba dans son piège et fut emmenée dans une camionnette vers un entrepôt abandonné. Complètement impuissante entre les mains de Duyu, elle essaya de rester forte en lui disant que Ai viendrait la sauver et appellerait la police. Mais il a dit que la police ne la trouverait pas parce qu'elle était une adulte qui avait disparu depuis seulement 2 heures. De plus, il était son ex-amant et elle avait un passé de fauteur de troubles, donc personne ne se soucierait de son cas, du moins pas pendant longtemps. Puisque sa tentative de demander à sa mère de soutenir son entreprise était tombée dans l'oreille d'un sourd, il s'est résigné à prendre des photos nues d'elle pour les utiliser comme chantage. Mais heureusement pour elle, Meitada avait vu où elle avait été emmenée plus tôt et avait amené Aye à sa rescousse, pensant que la punition pour détention illégale n'était pas suffisante pour un usage dû. Aye pensa à ajouter quelques affaires criminelles supplémentaires à son actif pour vraiment le punir, au prix de sa propre sécurité. Après cela, il entra dans l'entrepôt en brisant les fenêtres et en atterrissant dans un style de super-héros Marvel devant eux. Mais en voyant les égratignures sur les genoux de Zuli et sa robe déchirée, il fut submergé par la colère. Cependant, Duyus fut rapide à utiliser Zuli comme bouclier et utilisa ses hommes de main pour le frapper, sans savoir que Meitada était juste au-dessus d'eux en train d'enregistrer tout sur son téléphone. Alors qu'elle étouffait ses cris, supportant un coup après l'autre, Aya résista à l'envie de riposter. Mais quand l'un des hommes de main utilisa une chaise pliable pour le frapper, Zuli se mit en travers de son chemin, et elle fut frappée à la place, le sang s'écoulant de sa tête et goûtant au sol. Revenant à sa personnalité yandre habituelle, elle finit par riposter contre les menaces faibles d'Uyu, et elle révéla qu'elle ne l'avait jamais réellement aimé. Elle se souvint de la façon dont la rupture entre elle et Ai avait commencé lorsqu'elle lui avait d'abord claqué la porte au nez, parce que sa mère lui avait dit que si elle voulait son affection, alors elle devait être meilleure que lui en tout. Enfant, elle prit ce conseil au sérieux, mais il était tout simplement meilleur qu'elle jusqu'à ce qu'il abandonne enfin et la laisse gagner. Bien que sa mère l'ait couverte d'éloges pour exceller dans tout ce qu'elle faisait, elle ne se sentit jamais heureuse, car elle et Ae continuent à s'éloigner l'un de l'autre. Mais sa fierté ne lui permettrait pas de lui avouer. Ainsi, le malentendu a continué pendant des années. Au collège, le jour de la Saint-Valentin, Zuli a apporté des chocolats faits maison à offrir à Ai. Mais quand elle est tombée sur lui dans le couloir, elle a nié qu'ils étaient pour lui par embarras et s'est éloignée en colère, lui disant qu'elle les donnerait à l'un de leurs aînés, tout en pleurant dans la salle de classe. Elle a aperçu Duyu en bas par la fenêtre et a décidé de lui donner les chocolats sur un coup de tête. Cela signifiait qu'Ai n'était jamais le substitut de Duyus pour elle. Au lieu de cela, Duyus était le gars de remplacement depuis le tout début. Sensationnel. Zuli a finalement laissé échapper les mots qu'elle avait voulu dire à Ae et lui a dit qu'elle l'aimait, tout en ayant les larmes aux yeux. Il n'y avait aucun moyen que Duyus puisse accepter cela. Sa fierté ne le lui permettrait pas, alors il lui a fait rappeler l'humiliation qu'elle avait subie lors de leur fête du Nouvel An. Mais Ae en avait assez de ces conneries et s'est excusé auprès de Zuli d'avoir été si passif toutes ces années et d'avoir perdu de vue ses sentiments pour elle à cause de sa colère. Elle s'est blottie dans sa poitrine. Alors qu'il caressait sa tête, profitant de ce moment dans leur propre petit monde, Duyu explosait de honte et de colère en arrière-plan, avant de pouvoir riposter. Meitada a envoyé la vidéo enregistrée à chaque téléphone de la ville, exposant son plan. Ai a rendu tous les coups aux voyous avec ses mouvements de kung-fu fluides, tandis que Zuli leur a mis une raclée jusqu'à ce qu'ils bavent. Peu après, la police est arrivée pour les arrêter et les a emmenés menottés. Duyus, étant un mauvais perdant, a réussi à saisir un couteau et à plonger sur Ai.
le prenant par surprise. Mais Zuli l'a protégé de la lame et a été poignardé à la place. La police a crié à quelqu'un d'appeler une ambulance pendant que Yae pressait sa main sur sa plaie, essayant désespérément d'arrêter le sang de s'écouler de son ventre. Abandonnant son masque sur le point de mourir, Zuli l'a confronté avec toute honnêteté, lui disant qu'elle l'aimait et le remerciant pour tout, ses doigts ensanglantés effleurant doucement son visage avant de perdre la vie. À l'hôpital, Zia a essayé de réconforter Yae, qui se blâmait de ne pas avoir remarqué ses sentiments plus tôt, parce que s'il l'avait fait, il croyait qu'il ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Elle lui a dit que ce n'était pas de sa faute, car les gens deviennent souvent timides lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs sentiments romantiques, plus ils ressentent quelque chose pour quelqu'un. Elle croyait donc que Zuli n'aurait pas pu lui dire directement non plus. Lorsque les parents de Zuli sont arrivés, sa mère l'a frappé et l'a blâmé d'avoir mis sa fille dans un lit d'hôpital. Mais son père avait une attitude plus calme et l'a tiré à part pour lui demander ce qui s'était réellement passé. Après lui avoir tout raconté, il le remercia pour avoir aidé sa fille et lui dit de ne pas se blâmer, car lui et sa femme étaient en partie responsables puisque cela faisait longtemps qu'il ne prenait pas soin d'elle. Cependant, son regard doux ne suffisait pas à faire fondre la colère dans son cœur. Mais il en sortit lorsque Zia vint leur informer que Zuli s'était réveillé, le faisant se précipiter vers sa chambre les larmes aux yeux. Mais son cœur se serra lorsqu'elle ne se souvenait pas de qui il était. Ses parents partirent appeler un médecin, tandis que Zia ferma la porte pour leur donner de l'intimité. Zuli était sur ses gardes, cachant son visage derrière une couverture même alors que Aya était assis à son chevet. Son sourire avait une pointe de tristesse lorsqu'il se réintroduisit comme son ami d'enfance, qu'il avait mise dans ce pétrin parce qu'il était faible, et promit qu'à partir de maintenant, il la protégerait pour toujours. Cela la fit pleurer et elle se jeta dans ses bras, murmurant qu'elle se souviendrait de ces mots avec cette voix de Yandré trop familière. Il s'est avéré qu'elle faisait juste semblant pour l'avoir tout à elle. Mais elle fut démasquée par les autres filles qui étaient venues lui rendre visite. Pendant un moment, tout était revenu à sa place, jusqu'à ce qu'une fille aux cheveux blancs fasse irruption à la fête. La fille s'appelait Ling Xiaodu, la cousine d'Aye, qui semblait être folle de lui et s'accrochait à lui de la même manière que Zuli. Mais même ainsi, il y avait quelque chose de différent dans son affection pour lui. Son apparition a perturbé le harem, transformant la chambre d'hôpital en tanière de tigres à cause de leur aura menaçante. Avant que la chambre ne devienne une zone de guerre entre femmes, elle et Aye s'échappèrent et coururent à toute vitesse vers son appartement, où ils passèrent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Sandy a rendu visite à Aye chez lui de manière inattendue, apportant avec elle une foule de journalistes à la recherche d'un scandale. Apparemment, Ziadou était un grand fan d'elle, et a immédiatement oublié à quel point elle était en colère contre elle pour être proche de lui. Mais tandis que Aye était reconnaissant pour sa visite soudaine, il était abattu en pensant à être une fois de plus la vedette d'un scandale. Alors, Zariaru a élaboré un plan avec Sandy pour les duper, et l'a fait s'habiller en fille pour se faire passer pour l'amie féminine de Sandy qu'elle était venue visiter. À l'école, il était à nouveau au centre des ennuis lorsque Shiwan l'a accusé bruyamment d'avoir couché avec sa cousine après que Zayadu lui ait menti à elle, et aux filles sur ce qui leur était arrivé la nuit dernière. Contrairement à avant, Aye ne s'est pas donné la peine de se défendre de leurs doutes et accusations parce qu'il en avait déjà assez de toutes les pitreries que le harem lui avait fait subir. Plus tard, Zia a appelé Zaiharu sur le toit pour lui demander ce qui se passait entre elle et Aye, sur la racine du problème avec ses parents, et ainsi de suite. Surprenant Zaiharu qu'elle en savait tant sur le secret d'Aye. Cela l'a poussée à devenir plus agressive envers elle, la faisant reculer et trébucher, et déclarant qu'elle était la première petite amie d'Aye. Après cela, Zia a discuté de cela avec Yuan et Shuan, qui étaient perdus quant à ce qu'ils en pensaient, et ont décidé de demander à Zheng Dong à ce sujet quand il passerait près d'eux. Mais il leur a seulement donné une réponse vague. Il a seulement dit que Zaiharu et Aye avaient effectivement eu une relation. Mais il serait préférable qu'il lui demande directement, car à ce stade, il devrait déjà connaître le caractère d'Aye, et il ne devrait pas avoir de doute à son sujet après tout ce temps. Zaiharu les écoutait depuis une ruelle voisine, et les a invités à prendre un verre dans le café, où elle a tout révélé sur sa relation avec lui. En même temps, Aye a également parlé à Metada de sa relation avec Sayadu, lui expliquant que bien qu'elle puisse sembler malveillante, elle était en réalité une âme gentille et douce. Après l'incident d'enlèvement durant l'enfance d'Aye, Zaiharu a trouvé un Aye au cœur brisé attendant seul dans son appartement. Il venait de jeter son précieux badge de police à la poubelle, avec son rêve de devenir policier, parce que son père n'est jamais venu à son secours quand il en avait le plus besoin. Bien que Xayatu ne comprenne pas totalement, elle a essayé de le distraire de ses larmes en lui demandant de jouer à des jeux avec elle, ou même de lui raconter une histoire. Mais les blessures dans son cœur étaient trop profondes. Dans une pièce de théâtre durant l'été, Aya était encore une fois seule car aucun de ses camarades de classe ne voulait faire équipe avec lui, et son professeur distant ne faisait que le gronder de ne pas faire perdre son temps à tout le monde en les faisant attendre pour sa performance. Chaque seconde qui passait lui semblait une heure.
Mais tous ses soucis avaient disparu lorsque Sayaru, qui avait accepté de jouer le rôle de la petite amie pour la pièce plus tôt, est arrivée dans une jolie robe pour le remonter le moral. Depuis lors, Sayaru s'est occupée de lui comme si elle était la grande sœur. Même si Aie aurait dû être celui qui agissait comme le grand frère mature et fort, elle a même créé l'amitié entre lui et Zheng Dong. En le traînant de force de retour en classe quand il a sauté son devoir de nettoyage, il a entendu Ate le couvrir lorsqu'ils ont été réprimandés par leur professeur pour que la classe soit encore sale. Bien qu'il soit déjà après les heures de classe, si touché par sa gentillesse, il l'a aidé à nettoyer comme il se devait, et ils sont devenus amis peu après. Finalement, elle a dû aller étudier aux États-Unis, et ne revenait que de temps en temps dans sa ville natale pour rendre visite à des proches. Les filles ont finalement compris ses intentions et se sont excusées de les avoir mal comprises. Cette fois-ci, Sayaru est revenue pour rendre visite à Aie, spécifiquement parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Mais en apprenant enfin à connaître les filles, elle était heureuse qu'il ait maintenant des amis pour s'occuper de lui. Elles l'ont accompagné à l'aéroport. Après qu'elle ait décidé de retourner aux États-Unis et embarquer dans l'avion sans dire au revoir à Aie, elle lui a envoyé un message texte depuis son siège dans l'avion, lui disant à quel point elle était heureuse qu'il ne soit plus seul et s'excusant de partir sans dire au revoir, soupirant en éteignant son téléphone pour le vol. Cependant, les filles ne lui ont pas permis d'abandonner, même lorsqu'il savait qu'il ne réussirait pas même si Sia le conduisait là-bas dans sa voiture, parce qu'il lui-même n'a jamais abandonné quand les filles avaient besoin de son aide. Maintenant, pour rendre l'appareil, elles ont toutes conduit à toute vitesse et avec fracas dans différentes voitures pour l'emmener là où se trouvait Sayaru. Avec Julie participant à la poursuite à grande vitesse en percutant intentionnellement la voiture de patrouille qui était à ses trousses, Sia a même ordonné à son chauffeur de foncer à travers la barricade et de prendre un raccourci illégal vers le verger juste pour atteindre l'avion. Avec Metada fournissant un soutien supplémentaire avec sa magie, alors que l'avion décollait, Aie appela Zayatu à travers le toit ouvrant de la voiture alors qu'elle roulait parallèlement à l'appareil. Pendant que Metata utilisait sa magie pour envoyer sa voix directement dans l'oreille de Xeyadu, lorsqu'elle le regarda enfin à travers la fenêtre de l'avion, ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. À ce moment-là, même s'il ne le disait pas, elle savait qu'il allait très bien. Mais Aie lui dit quand même qu'il se portait bien et qu'elle n'avait plus besoin de s'inquiéter, levant portant ses remerciements à son cher ami qui était maintenant loin de sa vue. Alors que le soleil se couchait derrière lui, son harem l'accueillait avec un sourire sur leur visage en lui assurant que tout allait bien se passer parce qu'ils étaient là pour lui. Mais après ce moment touchant, Julie saisit l'occasion et l'embrassa comme d'habitude, commençant une nouvelle bagarre avec Shuang, les filles ajoutant plus de carburant au feu en rejoignant le chaos comme d'habitude. Du royaume des dieux au-dessus, Metada le regardait avec tendresse en disant qu'il n'avait toujours pas réglé tous les chocolats de Cupidon. Donc leur voyage était encore loin d'être terminé. Regardez cette prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine fois mes chers maîtres de l'intrigue légendaire.